Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez différente de ce qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube habituellement. Mais j'avais envie de faire ce genre de vidéo, une vidéo un peu plus chill, un peu plus calme, où je vais juste parler et donner mon avis. C'est peut-être que je vais faire un petit peu plus sur ma chaîne YouTube à l'avenir. En tout cas, j'ai envie de faire ce genre de vidéo un peu plus, moins travaillée et juste je discute et je dis ce que je pense. Peut-être que la prochaine fois, j'inviterai des gens pour parler de ça avec moi et lancer un petit débat ou je sais pas. Là, cette fois-ci, je suis tout seul parce que j'ai envie que la vidéo dure un peu moins longtemps et pas m'éterniser trop non plus sur le sujet. Mais ça reste quand même un sujet qui m'intéresse personnellement, un sujet que je trouve qui est pas assez abordé en tout cas sur Internet. J'ai pas vu énormément de personnes en parler. J'ai vu deux trois personnes faire deux trois références par rapport à ça, surtout des mèmes, surtout pris à la rigolade. Mais je trouve que le sujet est pas assez abordé et je trouvais ça intéressant de mettre ce sujet-là sur la table et de donner mon avis sur ça et de dire ce que j'en pense. Donc comme vous l'avez pu le comprendre à la miniature et au titre, on va parler de Triple H, un sujet qui tourne autour de Triple H. Triple H fait souvent parler de lui en ce moment, et depuis longtemps on va dire. Et du coup là le sujet c'est est-ce que Triple H a fait tout ça pour rien? Peut-être que vous n'avez pas compris directement en voyant la miniature de cette vidéo, peut-être que vous avez directement compris, c'est pas non plus très difficile à comprendre, mais au fur et à mesure de la vidéo vous allez comprendre où je veux en venir et de quoi je parlais. Mais du coup, est-ce que Triple H a fait tout ça pour rien? On se rappelle tous d'NXT et de la grosse blague qui était NXT vers les années 2010, de sa création à 2012 plus ou moins, c'était une grosse blague NXT, une sorte de télé-réalité où la WWE essayait de trouver de nouveaux talents. Euh, je crois qu'il y avait la Florida Championship Wrestling qui recrutait à ce moment-là, du coup ça transitionnait bizarrement de FCW à NXT, mais la grosse blague d'NXT, télé-réalité où on avait les rookies, on avait les pros, il y avait quelques saisons, je crois qu'il y en avait 5, la sixième elle n'avait pas eu lieu. C'était une grosse blague NXT, mais je pense qu'il y a eu un moment donné dans la tête de la WWE où ils ont vu que fallait changer les choses, fallait vraiment trouver les superstars de demain. Et je pense qu'à ce moment-là, Triple H, il a fait les choses bien. Je sais pas qui a eu cette idée-là de réellement trouver les superstars de demain un peu différemment de ce qu'ils ont pu le faire à l'époque. Je parle des années entre 2007 2010 où les recrues de la WWE, c'était pas forcément des gens qui avaient énormément d'expérience. Les premiers noms qui me viennent en tête, j'en ai qu'un seul qui me vient en tête, il y en a plein, mais le seul qui me vient en tête actuellement c'est Vladimir Kozlov. Ce genre de catcheur que la WWE a pu recruter, au final, tu sais que par la suite, même s'ils ont eu deux trois petites choses, tu sais qu'ils ont flop de par eux-mêmes. Hein. C'est pas ils ont flop parce qu'il s'est passé quelque chose, ça va être intéressant par la suite. Mais la WWE, j'ai l'impression vers 2012, ils ont compris qu'NXT ça fonctionnait pas. Enfin, ce concept-là de télé-réalité un petit peu sous forme de blague, ça fonctionnait pas. J'avais l'impression que c'était un peu tout fait neuf, mais sans vraiment être ça. C'était juste un petit peu ridicule NXT, on va pas se mentir. Il y en a peut-être qui ont apprécié NXT. Moi, c'est pas mon cas, enfin à l'époque du moins. Mais vers 2012, je sais pas, encore une fois, qu'est-ce qui a eu cette idée-là, qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de la WWE, mais ils étaient vraiment décidés à changer de truc et vraiment commencer à recruter euh, des gens d'expérience et même pas forcément recruter juste des gens pour évoluer et pour créer les superstars de demain. Donc en gros là on commence à avoir vraiment la brande de développement NXT qui commence, donc on a toutes les superstars de la Florida Championship Wrestling qui arrivent dans le roster de NXT en 2012. Et là Triple H j'ai fait vraiment son délire. J'imagine qu'il y avait énormément de Dusty Rhodes qui était à cette époque-là avec NXT. Je pense qu'il a fait le plus gros du travail de Dusty avec Triple H. C'est les deux noms qui me viennent en tête, mais je pense qu'en dehors des caméras, etc., on a forcément bien plus que deux personnes. Mais quand on pense à NXT, personnellement, les deux premiers noms qui me viennent en tête, c'est Triple H et Dusty Rhodes. Et ils ont fait un travail excellent. À partir de 2012, on a des superstars comme Tyler Black, du coup c'est Rollins actuellement, qui rejoignent NXT. On a toutes les superstars de la Florida Championship Wrestling, donc on a qui il y avait Jinder Mahal à cette époque-là, mais bon, c'est pas le genre de catcheur qui me viennent en tête directement. On a Roman Reigns, on a Dean Ambrose, on a Cassius Ohno à l'époque aussi, Chris Hero, mais à la WWE Cassius Ohno. Enfin bref, là on a vraiment une nouvelle dynamique qui se lance et ça fonctionne plutôt bien puisque les premières arrivées dans le main roster, je pense directement au Shield avec Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose, ça fonctionne vraiment très bien et c'est différent des autres call-ups qu'on avait pu avoir, call-up, des autres arrivées dans le main roster qu'on avait pu avoir par l'époque. Là il y a vraiment un truc qui se lance et ça prend beaucoup plus d'ampleur que des choses qui pouvaient y avoir dans le passé. Donc là, vraiment, vers 2012-2013, NXT commence vraiment à former sa propre fanbase. Au départ, je pense qu'ils ont un public assez familial. C'est plutôt le public WWE qui viennent voir le produit NXT. Ils disent, ok, ça fait partie, c'est comme ECW à l'époque. C'est une nouvelle branche de WWE, une nouvelle branche, vous m'avez compris.
c'est une branche de WWE, faut qu'on regarde quand même. Donc je pense que le public de WWE a commencé à regarder NXT. Mais par la suite, au fur et à mesure des années, je pense que le public un peu plus hardcore, si je peux dire ça comme ça, est venu voir le produit qu'NXT donnait. Parce que NXT à ce moment-là, c'était vraiment le seul show de WWE qui pouvait être vraiment très très bon. Et surtout les premières années d'NXT où c'était vraiment excellent. On viendra par la suite avec les prochaines années où les choses vont changer. Mais c'était vraiment un super show NXT vers 2012-2013. Du coup, le renouveau d'NXT à partir de 2012, c'est vraiment une grosse réussite, je pense, pour la WWE, et c'est pour ça qu'ils ont continué la formule par la suite. Mais vraiment, grosse réussite. Ça prend un peu plus d'ampleur plus les années passent, et on arrive vers 2013-2014, où là, il y a un grand changement qui arrive à la WWE. C'est que la WWE lance le WWE Network. Du coup, à ce moment-là, ça fait beaucoup parler, c'est juste génial. Vraiment, c'est la meilleure formule qu'ils ont pu nous offrir, la WWE, à ce moment-là, parce que un network, c'est pas tout le monde qui a un network. Surtout le prix abordable, on a toute l'encyclopédie de WWE, WCW, etc. Plus les pay-per-view. Enfin bref, c'est juste excellent de WWE Network pour la WWE. Et du coup, à ce moment-là, Triple H nous annonce vers 2013, je crois, que NXT va aller sur le WWE Network et que pour faire un test avec le WWE Network, on aura un premier show qui s'appellera NXT Arrival. On a Triple H qui va faire l'opening du show où ça va être juste géant. On a l'impression qu'on est dans un film, on a l'impression qu'on est en train de créer un truc de ouf. Vraiment, on sent que NXT ça devient vraiment une grosse famille. Et là, à ce moment-là, NXT ça attire de plus en plus les yeux. C'est un gros succès à Rival, je crois, enfin, Rival pour la WWE à ce moment-là. Du coup, ils décident de faire leur propre pay-per-view, les takeovers forcément. Je rentre pas dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo sur NXT, mais je pense que par la suite, je ferai une autre vidéo sur NXT où je travaillerai un petit peu plus et je ferai une vidéo un peu plus quali que ce que j'ai pu faire à l'époque, où c'était un petit peu plus compliqué. Enfin bref, du coup, vraiment, comme là j'ai dit, Triple H, Dusty Rhodes et je sais pas qui, ils sont en train de créer une vraie famille avec NXT. Il y a plus de yeux qui viennent sur ce produit-là et forcément, ça attire pas mal de talents. C'est une opportunité pour tous les catcheurs du circuit indépendant et du monde entier qui veulent un jour rêver d'aller à la WWE, de directement arriver sur cette brande de développement et réussir. Et donc à ce moment-là, la WWE commence à signer des gros noms du circuit, El Generico, Sami Zayn, Kevin Owens qui signe à ce moment-là. Par la suite, on a les Samoa Joe, on a les Finn Balor, enfin bref, c'est juste génial ce que fait NXT avec tout ça. Il crée forcément une division féminine, ça va créer une révolution féminine par la suite, même dans le main roster, et c'est juste ouf. C'est NXT qui a créé ça finalement, avec Bayley, Sasha Banks. Enfin bref, NXT c'est juste incroyable pour ces années-là et ce qu'ils sont en train de créer. Et ça va créer pas mal de gros moments, puisqu'on aura des call-ups juste excellents avec, je me rappelle, le call-up de Kevin Owens qui arrive dans le main roster face à Cena pour ensuite battre Cena en pay-per-view. C'est juste ouf, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et vraiment, les premières années, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Je crois que l'un des premiers collabs qui a bien fonctionné au départ, c'était Neville, actuellement Pac, qui a été champion NXT, qui arrive dans le main roster. Directement, il remporte un Slammy Award, superstar montante de l'année. C'était juste ouf, jusqu'au moment où forcément on sait ce qui se passe par la suite. Mais vraiment, les premières années d'NXT, en plus d'avoir un produit qui est super bon, par la suite dans le main roster ça suit et on voit que la WWE ils ont changé de mentalité, ils veulent vraiment avancer dans le temps et créer le meilleur contenu pour les fans, même si ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que ce qui a pu changer la mentalité de la WWE, c'est vraiment le succès qu'a pu avoir Daniel Bryan, une superstar qui a été signée à la WWE, une superstar méga connue sur le circuit, au Japon, etc., à la Ring of Honor. Daniel Bryan, il a eu un gros succès à la WWE et je pense que ça a poussé à la WWE de se dire ok, bon, ça nous ramène beaucoup d'argent, Daniel Bryan et ce genre de catcheur, forcément, on va signer plus de catcheurs d'expérience comme ça. Et ce qu'ils avaient vraiment pas vraiment l'intention de faire à l'époque, c'était plus difficile avec les Vladimir Kozlov, etc. J'ai jamais compris en vrai pourquoi la WWE avait toujours cette intention-là de signer des personnes qui avaient rien à voir avec le catch pour les faire développer, etc. Dans ma tête, je me dis, c'est comme si tu étais un entraîneur de foot, tu veux créer ton staff et tu recrutes des personnes qui n'ont rien à voir avec le foot. Moi, forcément, si je suis à la WWE et que je veux recruter plein de catcheurs, je commence par recruter des catcheurs qui ont déjà de l'expérience sur le circuit, qui ont déjà fait affaire une caméra, qui savent faire des promos et pas forcément recruter des gens qui viennent pour se développer, même si ça reste intéressant par la suite. Enfin, quand on a des gros gabarits comme Roman Reigns, où là, faut vraiment pas louper. C'est intéressant, mais je pense que moi, si j'avais ma fédération, je foncerais directement sur des superstars qui ont déjà de l'expérience. Et donc à ce moment-là, la WWE, comme je l'ai dit, il change de mentalité et il commence à recruter plein de catcheurs d'expérience.
comme je vous l'ai dit, peut-être grâce au succès de Daniel Bryan. Je sais pas, mais moi dans ma tête, ça a toujours été. Enfin, Daniel Bryan, pour moi, il a juste créé le mouvement qui a fait que par la suite, ça a suivi. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir des catcheurs petits comme Johnny Gargano qui ont pu venir à la WWE, même si le chemin est loin d'être fini pour Johnny Gargano. On verra ce que l'avenir lui réserve. Et moi, personnellement, les années 2013, 2014, 2015, c'est les années où je tombais amoureux du produit d'NXT. C'est un petit peu le truc qui m'a rattrapé avec le catch, c'est une époque où je regardais plus, enfin j'étais déjà très très jeune, en vrai très très petit, et je regardais plus de WWE qu'autre chose. Je m'intéressais pas trop à ce qui se passait en dehors du catch. C'est grâce à NXT que j'ai pu voir ce qui se passait à côté. C'est vraiment ce qui m'a retenu un petit peu NXT, de me dire, on a ce qu'il faut pour la suite. Et j'imagine pour les personnes qui sont fans de catch depuis des années, bien avant moi j'ai commencé le catch à regarder du catch vers 2010 plus ou moins, mais les personnes qui regardent du catch depuis 20 ans, 30 ans et qui ont envie de voir la WWE évoluer, je pense que NXT à l'époque ça a dû être ce petit espoir de se dire qu'on peut aller vers le droit chemin, enfin on peut aller vers le bon chemin et continuer à avancer en ramenant les meilleurs talents du monde entier et pas forcément avoir des big men ou des gens que la WWE veut mettre en avant parce que c'est imposant, c'est comme à l'époque. Enfin bref, pour moi, dans ma tête, je me dis que les personnes à l'époque qui regardaient le produit du WWE, c'était vraiment NXT un petit peu l'espoir dans ce qui se passait, parce qu'on va pas se mentir, les années 2011-2010 à la WWE, c'est pas les meilleures années. Il y en a beaucoup qui apprécient parce que je pense qu'il y a une grosse part de nostalgie qui fait que beaucoup apprécient ces années-là, mais on va pas se mentir, 2011-2012, c'est pas des années très très grandioses. Moi, dès que je pense à ces années, je pense à Big Show, John Cena, John Laurinaitis, John Cena, tous ces trucs pourris. Il y avait vraiment que CM Punk qui était bien à cette époque-là, enfin bref. Mais vraiment, comme je le dis, on va vers le droit chemin avec NXT et la personne qui a fait ça, bah, c'est un génie, même si ça paraît juste logique, hein, tout le monde fait comme ça dans le monde entier. Tu fais les choses pour le bien, mais à la WWE, on freine toujours quand c'est ce genre de choses. Donc là, les pay-per-view NXT sur le network, je pense que je crois que c'est un gros carton à chaque fois. Euh, c'est aussi une belle formule pour NXT, enfin pour la WWE NXT, parce que t'as les nouvelles superstars qui vont arriver dans le main roster, mais ils sont déjà connus du public qui regarde le WWE Network. Du coup, dès que t'as des call-ups, le premier qui me vient en tête actuellement, c'est Enzo et Cass, bah forcément ça pète. Je me rappelle, ils arrivent à Raw dans le Raw After Mania 2016, enfin Raw After Mania 32, et le public est en feu, alors que même si le public de Raw After Mania, ça reste un public un peu plus hardcore, c'est le public qui vient du monde entier, qui vient juste voir WrestleMania, forcément. Donc les fans sont un petit peu plus chauds à Raw After Mania, mais même, il y a eu des tas de call-ups qui ont hyper bien fonctionné. Je pense aussi à Sami Zayn qui arrive face à son public, Challenge John Cena, son Open Challenge. On a eu des moments de fou, encore une fois la révolution féminine avec les débuts de Sasha Banks, Bayley, enfin oui Paige, mais un peu plus tôt, Charlotte Flair, etc. C'est juste, NXT a créé de grands moments et je pense que sans NXT, la WWE aurait un petit peu plus galéré à avancer et, et vraiment c'est l'âge d'or de NXT ces années-là, 2013, 2014, 2015, 2016, même par la suite. Moi j'aime beaucoup le NXT ce qu'ils ont pu nous donner par la suite. Je pense aussi au call-up de Finn Balor où il arrive, carton plein directement, le mec, il arrive dans le main roster, drafté à Raw, l'un des premiers draftés. Première soirée à Raw, il remporte un Fatal 4-Way. Il va directement dans le main event de Raw, défonce Roman Reigns. Il va à SummerSlam, il devient champion universel. Malheureusement, il se blesse. Et par la suite, ça galère un petit peu plus. Mais vraiment, en fait, je sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là dans la tête de la WWE. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est limite impossible. Vous imaginez juste Vince McMahon à ce moment-là, il s'est dit, oh, on a Finn Balor, il arrive d'NXT, il est assez populaire dans le monde entier. Ok, on lui donne tout, il va devenir champion du monde. Et s'il s'était blessé, imaginez-vous juste le règne qu'il aurait eu. Imaginez-vous juste comment ça aurait pu continuer. Aujourd'hui, tu penses à ça, actuellement, c'est limite impossible. T'imagines, dans la tête de Vince McMahon, il se dit, à l'époque où il y avait encore Adam Cole, oh Adam Cole, faites-le venir dans le main roster, et on va tout lui donner, il va être main eventer, limite on va le faire main eventer WrestleMania. C'est impossible dans la tête de la WWE de faire des choses comme ça, et même de remettre Finn Balor sur le devant de la scène. C'est un petit peu plus compliqué, même si on arrive à sortir de l'eau avec Triple H qui revient au contrôle créatif. Mais il y a quelques années, ça devenait vraiment compliqué. Et si t'avais pas Roman Reigns sur le devant de la scène tous les jours, c'était bien plus compliqué. Bon, ça reste une époque assez sombre, on va dire. L'époque où Roman Reigns nous était forcé à la gorge alors qu'on voulait tous le voir faire un heel turn. Finalement, les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui.
Et par la suite, tant qu'on est parti sur cette bonne lancée, NXT et la WWE, j'imagine. En vrai, je vais pas te dire des noms parce que je sais pas qui est derrière tout, mais dans ma tête, quand je pense à ça, je me dis forcément Triple H qui est derrière ça. On a les William Regal qui est au show Pro Wrestling Area où il vient regarder, il vient faire son petit repérage, comme d'habitude. On a Dusty Rhodes à l'époque qui est vraiment important pour le développement des talents et je pense il a fait vraiment du bon boulot avec soit les Becky Lynch, les Finn Balor, les Seth Rollins à l'époque. Mais la WWE continuait de s'exporter, si je peux dire ça comme ça, je sais pas comment dire, mais de faire grandir son contenu. On a le Cruiserweight Classic qui arrive, où là, on a forcément plein de talents qui sont intéressés pour catcher dans ce tournoi-là. Kota Ibushi, Zack Sabre Jr., même si par la suite, ça a pas forcément collé. Et je vous en parlerai plus en profondeur du Cruiserweight Classic, parce que c'est un tournoi que j'apprécie énormément, et j'aimerais bien faire une vidéo un peu plus travaillée. Mais il y a plein de concepts comme ça que la WWE a vraiment lancé, décidé d'innover et décidé de vraiment faire grandir son contenu pour avoir un meilleur contenu, que ce soit pour les fans ou pour juste développer son produit. Enfin bref, on a eu le Million Classique aussi par la suite. On a eu la brand NXT UK qui est arrivée, donc vraiment là, la WWE a décidé de prendre des catcheurs d'Europe et, et d'essayer de les faire réussir dans le main roster, que ce soit à NXT ou à Raw et SmackDown. Enfin bref, la WWE vraiment fait de bonnes choses pour le catch. C'est un petit peu plus compliqué, j'imagine, pour les petites fédérations en Europe quand NXT UK est arrivé, parce que forcément, là, le marché devenait un petit peu plus compliqué. Mais vraiment, là, la WWE, ils avaient une idée en tête, c'est développer leurs produits et de donner tout ce qui est de mieux pour les fans. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop ce genre de, enfin, cette époque-là, la WWE 2016, 2017, 2018. Moi, à l'époque, je me plaignais beaucoup vers 2018-2019 du catch qu'on nous donnait à Raw et SmackDown, mais vraiment, quand on voit ce qui s'est passé post-Covid, je pense pas qu'on peut se plaindre de ce qui s'est passé à l'époque. Il y a vraiment eu de bonnes choses. Forcément, il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui ont décidé de partir, il y en a qui n'ont eu pas beaucoup de plans, il y en a qui se sont fait licencier. Forcément, ça arrive c'est le business, quoi. T'as quelqu'un que t'as pas envie de faire, t'as pas envie de continuer avec lui, forcément, tu vas pas continuer avec lui. T'as quelqu'un, tu le vois pas comme ça, forcément, tu vas pas le faire devenir comme ça. C'était vraiment l'intention de la WWE à l'époque d'acheter un produit et de le faire développer. Maintenant, c'est un petit peu plus changé, un petit peu plus changé. On est plus dans une dynamique où, enfin, je parle de 2022-2021, où quand un catcheur arrive à NXT, dès qu'il arrive dans le main roster, on changeait un petit peu la formule. Par exemple, Adam Cole, quand il allait arriver dans le main roster, au départ, il voulait faire changer de nom, il voulait changer un petit peu son look, histoire qu'il soit un petit peu plus différent de le Adam Cole qu'on connaît tous. Mais à l'époque, c'était vraiment, t'achetais le produit, t'achetais Kevin Owens, tu le prenais comme ça, tu le faisais réussir. T'achetais Sami Zayn, même si Sami Zayn, bon, il avait son masque, etc. Je sais pas trop si c'était son envie à lui de retirer son masque ou si c'était plutôt la WWE qui voulait juste avoir le talent de Sami Zayn mais sous une autre forme. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais à l'époque, c'était vraiment toi, tu fonctionnes dans le catch en dehors de la WWE, bah, on va te prendre et on va te faire fonctionner encore mieux. Et pour moi, c'est ce qui devrait se passer à chaque fois. Et à ce moment-là, la WWE, encore une fois, ils font du travail exceptionnel. On a du contenu incroyable. Par la suite, NXT, ça va se transformer un petit peu. On sera plus trop dans l'idée du développement, même si je pense que c'est resté par la suite. Il y en a beaucoup qui disent que par la suite, NXT, c'est plus trop une brand de développement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, même en 2019 où NXT, c'était vraiment bien black and gold. Pour moi, c'est quand même une brand de développement, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais par la suite, la WWE commence à changer un petit peu son contenu. Ils voient que ça attire beaucoup de fans, donc ils changent leur truc. Et j'ai l'impression que Triple H, là, il rentre dans son délire et il décide de faire un show totalement indie, un show, tout- tous les genres de shows qu'on peut voir sur le circuit indépendant, où on aura des catcheurs qui vont faire leur début en pay-per-view, comme je pense à Adam Cole qui fait ses débuts en 2017 à Brooklyn 4, je crois, pour attaquer en attaquant Drew McIntyre. On a les Viking Raiders qui font leur début à un show. Enfin bref, là le contenu devient un peu plus indie et c'est vraiment du bon catch. Moi personnellement, c'est le catch que j'aime beaucoup et je pense que ça a fait aucun mal à la WWE. À ce moment-là, encore une fois, les grands moments arrivent aussi dans le main roster où par exemple, je pense à ça directement au Royal Rumble 2017. On a Tag Dillinger qui fait son entrée en 10e position. Même devant le public du Royal Rumble, ça a popé comme des fous. On a juste eu des grands moments et c'était super à voir. La WWE a vraiment fait
du travail excellent, je me répète encore une fois. Puis on arrive dans les années 2019-2018, là où NXT continue de grandir et vraiment NXT c'est au top de sa forme. NXT sort du WWE Network et commence à aller sur USA Network, donc forcément là ils arrivent en face à face avec Elite Wrestling. On a une concurrence en face, même si je pense pas que dans la tête de WWE c'est directement vu comme une concurrence Elite Wrestling. Faut pas le voir comme ça, c'est juste une petite compétition qui tire tous les, enfin, les deux fédérations vers le haut, je trouve. Et ce serait bête de faire une guerre entre les deux alors que c'est du catch. Même pour vous, les fans de catch qui regardent Elite Wrestling et WWE, c'est pas parce que vous regardez WWE plus que Elite Wrestling c'est pas bien ou que Elite Wrestling faut critiquer. C'est du catch, ça reste du catch, on est fan de catch avant tout. Donc si on peut avancer main dans la main, WWE, Elite Wrestling, NJPW ou n'importe qui, tant que le catch va vers le haut, c'est le plus important. Et je trouve que c'est mieux d'avoir une vision comme ça plutôt que de se dire je veux qu'il n'y a que la WWE qui réussisse et ça me fait chier de voir Elite Wrestling fonctionner. Faut pas voir les choses comme ça. Et même si c'est un petit peu difficile de voir différemment, faut essayer de voir les choses d'une manière où tout le monde est ami et c'est pas la guerre entre les fédérations. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, en 2019, NXT est le même jour que Elite Wrestling Dynamite, donc ils sont un petit peu en face à face. Sur les ratings, on a Elite Wrestling qui fait un petit peu plus de ratings que NXT. Je pense qu'il y a une grosse période qui est passée là à NXT où les fans vont un petit peu migrer de show et décider d'aller vers Elite Wrestling. J'en avais parlé dans une autre vidéo où c'était Bubba Ray qui disait ça dans son podcast où je crois qu'il disait que les fans ECW sont allés vers NXT quand NXT est arrivé et que les fans NXT sont allés vers Elite Wrestling quand Elite Wrestling est arrivé. Et oui, c'est un petit peu le cas, mais je pense pas que c'était vraiment une grosse défaite pour NXT de perdre face à Elite Wrestling en ratings. Moi, je pense qu'ils ont tous les deux fait leur chemin et ça a fonctionné très très bien pour tous les deux. On arrive à la période où on a eu l'invention d'NXT à Raw et SmackDown, où on a eu ces shows excellents. On a eu Survivor Series qui était vraiment un super show où NXT avait vraiment été au top. C'était vraiment, on continuait de faire grandir le show. Et c'était juste ouf. Jusqu'au moment où on arrive un petit peu à la période sombre 2020. Au départ, 2020, c'est tout beau, c'est tout rose, les 2-3 premiers mois. Mais là, on arrive au Covid. Et je vous expliquais pourquoi, moi, enfin, de ma vision, le Covid, c'est vraiment ce qui a gâché beaucoup de choses au niveau du catch. Que ce soit à la WWE ou en dehors de la WWE, je pense par exemple à New Japan Pro Wrestling qui a vraiment galéré pendant le Covid. La WWE a pas trop galéré puisqu'ils ont vraiment bien fonctionné pendant ces shows-là. Mais je pense que pour les fans c'était un petit peu plus compliqué. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la WWE à ce moment-là. Mais je pense que le Covid ça a fait un truc qui se sont dit bon, on arrête de faire les choses bien, on va faire de la merde. On va commencer à faire de la merde. NXT ça a commencé à devenir bien. Mais là, les call-ups qui arrivaient, c'était vraiment catastrophique. On a plein de catcheurs qui sont fait licencier forcément avec le Covid, etc. Puis après, ça a continué les années et les années qui ont suivi. Donc forcément, là, à ce moment-là, Elite Wrestling qui sont sur un pic énorme de popularité. Tous les catcheurs qui quittent la WWE, ils ont forcément une alternative un petit peu différente de d'habitude. Ou avant, quand il n'y avait pas Elite Wrestling, dès qu'ils se faisaient virer, dès qu'ils étaient plus à la WWE, ils galéraient un petit peu plus. C'était directement le circuit indépendant où on peut forcément réussir sur le circuit indépendant, mais ça peut être compliqué pour certains catcheurs. Mais là, forcément, ils avaient directement une alternative. Surtout les catcheurs qui se faisaient virer en général ou qui décidaient de plus rester à la WWE en général, c'était des catcheurs assez populaires. Et à ce moment-là, Tony Khan, j'ai l'impression que Tony Khan, même ça n'a pas changé aujourd'hui, Tony Khan c'est juste un grand fan de catch, il regardait beaucoup NXT je pense à l'époque, même WWE, parce qu'on peut voir qu'il s'inspire énormément de ce qui a pu se passer à NXT et à la WWE, et c'est pas plus mal finalement, même si c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Et forcément, dès qu'il voit quelqu'un qui se fait virer, il en profite. Surtout que pour lui, dans la tête de Tony Khan, j'ai l'impression que lui, WWE contre Elite Wrestling, c'est vraiment son objectif numéro un. Dès qu'il y a quelqu'un qui quitte la WWE, il le signe directement et forcément, il y a des catcheurs hyper connus à Elite Wrestling, les Young Bucks, Kenny Omega qui sont amis avec énormément de catcheurs du roster de WWE. Donc forcément, encore une fois, dès que tu te fais virer, t'as la Elite Wrestling qui t'ouvre grand les bras, t'arrives même si le booking ne suit pas trop par la suite. Mais à ce moment-là, ça devient une période assez dure pour la WWE et j'ai l'impression que cette période un petit peu dorée de la WWE où tu pouvais réussir en arrivant à NXT même si tu venais du circuit indépendant, ça devient vraiment une époque assez révolue. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui a été respecté dans le booking de la WWE entre 2013 et 2019. Mais moi je trouve que c'était plus ou moins bien. Et même si c'était compliqué pour certaines personnes,
ça a pas été aussi compliqué que ça a pu l'être il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans. Là, c'était vraiment compliqué. Dès que tu arrivais dans le main roster, t'avais un risque qu'on te change ton nom, t'avais un risque qu'on change ta tenue, qu'on te change de gimmick. Alors qu'à l'époque, on te faisait venir dans le main roster, même si t'avais, enfin, ils gardaient ton personnage, ils gardaient toi comment t'étais, ils te changeaient pas de nom. De temps en temps, ils écourtaient un petit peu le nom, mais il n'y avait pas plus que ça. On t'utilisait peut-être pas, mais au moins t'étais là et peut-être que je sais pas, en poussant un petit peu les choses, t'avais une chance de réussir par la suite. Mais là, ça devenait plus compliqué avec le Covid. Vraiment, t'arrivais dans le main roster, t'avais une chance sur deux de te faire enterrer ou une chance sur deux de te faire virer. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc qui a changé dans la tête de la WWE. C'est le moment où vraiment la WWE a commencé à tomber. Moi, c'est la période où j'ai commencé à lâcher un petit peu à lâcher un petit peu le catch. Je suivais toujours NXT parce que NXT ça a été un de mes programmes préférés. Même pendant le Covid, j'aimais beaucoup ce qui se passait à NXT. C'était beaucoup moins bien que ce qui a pu se passer à l'époque avant le Covid. Vraiment, le Covid, c'est vraiment pourri. Mais, euh, mais j'aimais beaucoup quand même regarder NXT. J'avais fait deux trois reviews, je crois, 2-3 reviews sur ma chaîne, je crois, à l'époque. Mais il n'y avait plus trop cette magie. C'est vraiment pour moi, les fans de catch, c'est ce qui fait la magie du catch, forcément. Et du coup, forcément, cette période-là, c'est la période où on commence à avoir plein de rumeurs sur Internet qui courent, comme quoi il y a des catcheurs d'NXT et de la WWE qui parlent de hate wrestling, des catcheurs qui veulent partir au hate wrestling, puisqu'ils voient forcément que ça se casse la gueule dans le main roster et ils n'ont pas envie d'être enterrés, donc forcément, ils vont aller rejoindre leurs amis sur le circuit indépendant et aller au hate wrestling et faire du bon catch. Et c'est là où la hate wrestling a bien joué son coup, parce que eux, ils étaient en place pendant que la WWE tombait un petit peu pour les fans, encore une fois. Je parle pas en termes de business, etc. Parce que plus les années passent, plus la WWE réussit en termes de revenus mensuels, enfin revenus mensuels, revenus annuels. Bref, ils explosent toujours la WWE, mais en termes de contenu, c'est pas la folie, on va pas se mentir. Même actuellement, on galère un petit peu, on sort un petit peu la tête de l'eau, mais on galère un petit peu. Et à ce moment-là, Elite Wrestling joue bien leur coup, et forcément, dès qu'il y a quelqu'un qui sort de WWE, ils recrutent directement. Enfin bref, et c'est là où on va arriver au sujet principal. On a plein de catcheurs qui sont licenciés directement, ça va au Elite Wrestling. On a plein de catcheurs qui commencent à partir de la WWE pour aller au Elite Wrestling. Les premiers qui me viennent en tête, je pense par exemple à Adam Cole, je pense à Kyle O'Reilly, je pense à Keith Lee, je pense à plein de catcheurs comme ça. Et ils font leur début à Elite Wrestling, ils font des débuts vraiment incroyables. Et c'est à ce moment-là où on se pose la question, est-ce que Triple H a fait tout ça pour rien finalement? Puisque c'est un petit peu comme s'il avait fourni le plus gros du travail et par la suite, bah là, au Hit Wrestling, ils ont juste à terminer le travail. Par exemple, le dernier truc qui est arrivé, c'est hier soir, ce qui m'a poussé un petit peu à faire cette vidéo et à en parler un petit peu plus en profondeur. Roderick Strong, qu'on pensait qu'il était toujours avec la WWE, on savait qu'à un moment donné, Roderick Strong, un jour ou l'autre, il allait partir à Elite Wrestling, refaire un Espuelira, enfin bref, etc. Mais du coup, là, il est arrivé hier soir à la Elite Wrestling. Et là, la Elite Wrestling, c'est juste tout simple pour eux. Ils prennent le travail qui a déjà été fait par WWE. Ils ont juste à le terminer. C'est méga populaire puisque c'est passé par WWE forcément. Et même si on peut se dire que c'est un petit peu l'appareil avec la WWE, ils ont fait la même chose. De temps en temps, ils prenaient un produit du circuit indépendant, ils faisaient un petit peu la même chose. Je pense par exemple à l'histoire Kyle O'Reilly, Adam Cole. C'est une histoire qui date depuis longtemps. Mais c'est assez différent parce que WWE, c'est un petit peu le gros du catch et tout le monde a envie de voir ce qui a fonctionné sur le circuit fonctionner à la WWE. C'est assez logique, mais dans le sens inverse, c'est un petit peu plus compliqué de voir que euh, par exemple, je prends un exemple bête, mais Ty Dillinger actuellement, Sean Spears à la Elite Wrestling, de voir que une fois qu'il fonctionnait plus trop Sean Spears, Tony Khan il a décidé de relancer un petit peu la dynamique de Perfect Ten, une gimmick qui a été créée de toutes pièces, j'ai envie de dire, par WWE, avec un film song assez similaire. Pour moi, je trouve que c'est assez ridicule et c'est un petit peu triste pour nous les fans et j'imagine pour les gens qui étaient derrière tout ça à l'époque de NXT, de voir qu'ils ont créé des tas de choses et qu'au final, maintenant tout est terminé pour eux et c'est Elite Wrestling qui termine le travail. On dirait que Elite Wrestling c'est juste les petits méchants dans leur coin, ils attendaient juste que la WWE trébuche pour ramasser un petit peu les miettes. C'est pas le cas évidemment. Elite Wrestling fait très très bien leur travail. Mais par moments, c'est vrai que ça peut être difficile. Déjà pour nous, les fans qui ont suivi NXT du début jusqu'à la fin, c'est un petit peu compliqué. C'est pas compliqué pour tout le monde. Il y en a juste qui se réjouissent que ça fonctionne ailleurs, même si c'est pas la WWE, ils se réjouissent
il serait juste, par exemple, qu'on peut avoir une réunion d'NDSPDira à la Weight Wrestling. Personnellement, c'est pas trop mon cas et je suis content que ça fasse plaisir à tout le monde. Mais moi, c'est pas trop mon cas. Je me suis exprimé sur Twitter la nuit dernière pour dire pourquoi j'étais pas trop hypé par cette idée-là. Parce que c'est juste, on recommence ce qui a déjà été fait et on le fait ailleurs parce que ça fonctionnait mieux avant. Donc on essaye de refaire fonctionner. C'est pas le genre de truc que j'apprécie personnellement. Mais si déjà c'était difficile pour nous les fans de voir que le travail était gâché pour au final être réécrit autre part, bah ça va être méga compliqué pour les personnes qui étaient derrière tout ça à l'époque. Triple H, Dusty Rhodes, etc. Enfin, Dusty Rhodes n'était plus là au moment où tout s'est cassé la gueule, mais William Regal, etc. qui ont vu, qui ont fait grandir une famille, NXT. Les premiers noms qui me viennent en tête, c'est Revival, Finn Balor, etc. Finn Balor encore là, mais bon, vous avez compris. Ils ont vraiment fait une famille pour avancer par la suite dans le main roster et créer une nouvelle vague de talent pour au final voir que Undisputed Era, ça va être repris autre part. Euh, Vraiment, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Triple H parce qu'il doit avoir un mental tellement fort ce mec-là. Ça m'étonne réellement qu'il n'a pas eu de problème de santé mentale après tout ça et de déception, d'être triste, etc. De dépression limite carrément parce que ça doit être très très dur. Surtout lui, c'est plus un business qu'autre chose, même si ça reste sa famille. NXT, c'est un business, c'est son travail. Il a fourni des années de travail pour faire réussir quelque chose et il a vu des tas de superstars se casser la gueule parce que ils ont été, enfin, ils se sont fait flop par la WWE. C'est là où j'en ai parlé un petit peu plus tôt. J'avais dit que superstars comme Vladimir Kozlov, ils avaient flop dans le main roster de leur faute et pas forcément de la faute de la WWE. Et là, avec toutes ces superstars talentueuses comme Adam Cole, etc., ils ont flop. Enfin, Adam Cole, il n'a pas eu tant de flop, on va dire. Mais ils ont flop dans le main roster, pas par leur faute, mais par la faute de la WWE. Et encore une fois, j'ai dû oublier des tas de superstars de NXT qui vraiment c'était des gros projets à l'époque, Aleister Black, Andrade, etc., qui ont au final pas réussi à la WWE parce qu'ils n'ont pas eu de plan et ils se sont fait virer par la suite. Euh, et du coup, maintenant, ils essayent de fonctionner ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué pour certains, mais ça doit être tellement difficile. Je pense à chaque fois à NXT dira, mais un truc créé par la WWE, enfin même si l'alliance était bien créée de base depuis bien longtemps, mais Undisputed dira le concept qui est créé de toutes pièces par WWE, de voir que ça a fonctionné ailleurs que chez lui, ça va être trop difficile pour les personnes qui étaient derrière ça. Revival aussi à l'époque, une équipe créée par la WWE, bon, maintenant c'est l'équipe la meilleure équipe du monde, ça doit être tellement difficile de voir que maintenant t'as donné du produit pour les autres quoi. Après moi je suis fan de catch donc j'aime bien tout ce qui se passe et je suis content de voir les catcheurs réussir, mais quand tu te mets à la place des catcheurs, ça doit être hyper compliqué. Enfin bref, du coup, c'est pour ça que je me dis que ça doit être compliqué pour Triple H. C'est pour ça que je me dis que Triple H, il a vraiment fait du travail dans le vent. Mais à côté de ça, ça nous a quand même donné de bons moments NXT et c'était vraiment du produit excellent. Enfin, personnellement, c'est l'un des meilleurs produits que j'ai pu voir à la WWE. J'espère qu'un jour, ils vont pouvoir rebondir et refaire un produit comme on a pu avoir à NXT et réattirer des catcheurs populaires comme à l'époque Adam Cole, etc. Parce que vraiment, le WWE a besoin de ça pour évoluer. Même si maintenant, ils ont commencé à plus développer des talents d'université, développer des talents de football américain, etc. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que des catcheurs qui ont déjà de l'expérience sur le circuit. Et c'est beaucoup mieux. Et j'espère qu'on va sortir de cette période sombre où NXT 2.0, c'était vraiment pas, pas grandiose. Et quand je vous ai dit que pour moi, même NXT Black and Gold, ça restait du développement, parce que c'est des superstars qui ont pas mal d'expérience, qui faisaient quand même enfin, qui restaient quand même pas mal de temps à NXT, comme par exemple Johnny Gargano qui a tout fait à NXT, mais il restait là pour se développer, et comme ça, les fans commençaient à avoir un petit peu plus d'attente autour de lui, et dans le main roster, il était totalement prêt. Là, c'est un peu plus différent, on a juste moins de pression sur les superstars, c'est juste, tu vas te développer, si tu réussis, tant mieux, si tu réussis, tant pis, j'imagine. Et pour Triple H, c'est moins compliqué. Maintenant, c'est à lui de terminer son histoire dans le main roster. C'est lui qui décide quand l'histoire se termine pour quelqu'un. C'est pas Vince McMahon qui va décider à sa place si par exemple, enfin non, je vais pas prendre l'exemple de Finn Balor, j'ai l'impression que ça va arriver un jour ou l'autre, donc j'ai pas envie. Mais c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider à la place de Triple H si lui il va réussir ou si lui il va pas réussir. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec Vince McMahon, mais j'espère juste qu'encore une fois, par la suite, ça va s'améliorer. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous pensez
vous pensez que Triple H il a fait du travail un petit peu dans le vent finalement. Et si ça vous attriste un tout petit peu, encore une fois, moi je suis un fan de catch, donc j'aime bien quand les gens réussissent, peu importe où ils sont. Mais vraiment, ça doit faire quand même assez mal. Désolé de m'être répété plusieurs fois, c'est assez compliqué de parler pendant 30 minutes sans arrêt. Je me suis répété sur plein de sujets, mais j'espère que vous avez compris. Par la suite, je continuerai à faire ce genre de concept où je vais juste parler d'un sujet qui me plaît et d'un sujet qui m'intéresse pour vous donner mon avis, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que vous catch avec sport. Bisous, bisous.